Aujourd'hui, nous recevons Richard Vignel, alias Hervig. Il nous parlera du courant artistique dans lequel il s'inscrit, l'art génératif. D'où il vient, son lien avec la blockchain et surtout sa particularité. Qui est que ni l'artiste, ni l'acheteur ne connaît à l'avance l'œuvre générée. À tout de suite. Donc Richard Vignel, moi je préfère vous appeler Hervig parce que c'est le professionnel auquel nous parlons aujourd'hui, donc l'artiste. Comme vous nous expliquez, vous vous êtes mis dans l'art génératif, mais aujourd'hui, l'art génératif est sous le feu de la rampe. Mais qu'est-ce que l'art génératif ? L'art génératif, donc la définition officielle, c'est des images qui sont générées par un système autonome ou semi-autonome. En fait, concrètement, l'idée, c'est de créer un programme informatique ou un système ou une machine. C'est pas forcément de l'informatique, ça c'est intéressant de savoir, qui va générer des images. Donc, c'est pas l'ordinateur qui va générer l'image toute seule, ça reste un outil. Donc, c'est l'artiste qui va concevoir le programme ou la machine qui génère les images. Et comment on arrive à faire comprendre, en fait, que justement, l'art génératif, il y a un humain, en fait, un cerveau humain derrière, quand aujourd'hui on a l'intelligence artificielle qui nous donne l'impression que finalement la machine va prendre le contrôle de tout, et y compris de l'art. Alors, c'est un bon point sur l'intelligence artificielle. En fait, ça, c'est encore un autre domaine de la pratique que moi je fais. Donc, moi, je fais de l'art génératif avec du code. Donc, c'est moi qui écris le code qui va générer les images. C'est comme un écrivain qui va écrire le texte, un peintre qui utilise son pinceau, un compositeur qui écrit des notes. Moi, j'écris du code informatique qui, derrière, ça va faire une histoire, ça va faire une mélodie. Et moi, ça va créer une image. Mais donc, si on comprend bien, parce qu'aujourd'hui, on a besoin malheureusement de mettre des étiquettes, parce qu'on sait que l'art digital, même s'il n'est pas nouveau, il existe quand même depuis les années 50. Donc, on n'est pas dans la nouveauté. Quelque part, en général, quand on parle d'art génératif, les gens ont pas peur, mais une incompréhension ou non-connaissance. Comment on pourrait, alors démocratiser, je ne sais pas, mais à minima, éduquer à cet art-là ? Ce qu'il faut comprendre, pour moi, il faut voir ça comme un outil, en fait, un outil qui est très complexe. Donc, que ce soit du code, ou même que ce soit de l'IA générative, c'est un outil. Puis, comme tous les outils, il faut le maîtriser, il faut le dompter, il faut savoir exploiter ses capacités. Et ça, c'est le travail de l'artiste. Comme la différence entre un photographe d'art et la photo de vacances, tout le monde a un appareil photo. Après, l'artiste, c'est celui qui sait l'utiliser pour amener quelque chose de plus. Et pousser plus loin, ouais. Et donc, c'est quelque chose c'est intéressant en fait qu'on note ça. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà avant et dont finalement l'ordinateur a un petit peu sublimé les capacités, ce côté génératif, si je comprends bien. Donc, avant, on avait déjà des œuvres génératives. Mais simplement, on n'appelait pas encore ça de l'art génératif. Si on n'appelait pas ça encore de l'art génératif, mais oui, donc l'ordinateur a permis d'aller plus loin, quoi, de générer des œuvres beaucoup plus complexes, avec des algorithmes très complexes. Moi, je pense souvent à Tinguely, il y a son musée à Bâle, et il a une machine à dessiner. Pour moi, j'interprète ça comme de l'art génératif. Il a créé une machine qui fait des dessins. C'est de l'art génératif avec une machine. Comme Friedé, Naquet ou ce genre de choses. Historiquement, il y en a quand même, notamment dans les années 60, il y en a un paquet. Mais nous, ce qu'on a l'impression, parce qu'on se connaît quand même un peu, à chaque fois qu'il est question de l'art digital, les gens on a l'impression que la technologie prend beaucoup plus le pas sur le concept, en fait. Est-ce que dans l'art génératif, il y a aussi la même problématique ? À partir du moment où on dit ordinateur, code, on vous voit quelque part comme un geek qui, à la marge finalement, et avec presque... c'est un satellite, la dimension artistique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour inverser ça ? C'est-à-dire qu'au début, en fait, on est un artiste, et puis il se trouve que l'outil qu'on utilise, c'est du code. Alors, donc, pour certaines personnes, ils vont trouver que comme c'est du code, c'est magnifique, c'est génial. Après, pour un public plus large... Ils ne sont pas nombreux quand même là-dessus. Oui, on est d'accord. C'est une petite niche. Pour un public plus large, je pense qu'il ne faut pas se poser la question du comment c'est fait. Après, ce qui est important, c'est le résultat. Si on est intéressé par le résultat, par l'histoire de l'image, on va s'intéresser à la technique. Mais justement, parlons-en en une seconde. C'est quoi les techniques en fait, de l'art génératif ? C'est donc certains algorithmes qui sont désignés Il y a des algorithmes, il y a des techniques qui sont plus ou moins connus. Après, c'est
pour moi, la pratique de l'art génératif, c'est vraiment très... bon, c'est personnel. Après, d'autres artistes auront des approches différentes. Pour moi, c'est de l'exploration, en fait. C'est vraiment de l'expérimentation. Je vois un algorithme que quelqu'un d'autre a peut-être utilisé, mais j'essaie de le combiner avec d'autres choses que moi j'ai déjà fait. Et vous avez des blogs, du coup? Vous allez sur certains blogs? Alors, on a des communautés, on discute. Après, oui, il y en a qui font des blogs. Puis après, il y a la pratique, quoi. On a une idée, on essaie de l'implémenter. Puis ce qui est intéressant, des fois, c'est qu'on a des surprises. On veut tester quelque chose, puis au final, on tombe sur quelque chose de complètement inattendu. Et puis au final, on part dans une autre direction. Mais c'est un peu comme le peintre, à un moment, quand il faisait des tests de couleurs où il était sur sa palette, et puis il voulait un bleu. Et puis en fait, petit à petit, il rajoutait un peu de blanc, un peu de ci, un peu de ça, pour arriver au bleu parfait, comme le bleu Klein. Enfin, puis par accident, il va renverser du jaune dedans. Et puis d'un coup, il va se passer un truc incroyable. J'adore ce jaune, et puis il va partir dessus. C'est exactement ça. Qu'est-ce que l'art digital pour vous? L'art digital, pour moi, c'est toute pratique artistique qui utilise des outils numériques, donc des ordinateurs, souvent des logiciels de dessin, modélisation 3D. Ça au sens large. On peut peindre sur un iPad, ce sera de l'art digital. Et aujourd'hui, la blockchain, donc vous utilisez dans le cadre justement de l'art digital que vous créez des programmes plus particulièrement inscrits dans des blockchains. Peut-être lesquels déjà, en fait, sur quoi vous codez, et puis en quoi ça consiste? Ce que la blockchain a beaucoup apporté sur la pratique de l'art génératif, c'est la notion on peut créer des séries de pièces uniques. Donc l'idée, c'est... En fait, on peut surtout les vendre. On peut les vendre, mais on peut vendre de l'art digital avec les NFT. Une des premières approches, c'est ce qui est intéressant, c'est de trouver son public et de vendre des pièces digitales, même un fichier. Il y en a qui disent, bon, c'est un JPEG. On vend des JPEG grâce au NFT, quoi. Ce que ça apporte en plus à l'art génératif en particulier, par rapport à l'art digital en général, c'est la possibilité de créer des séries d'œuvres, des séries de pièces uniques, où l'idée, c'est donc l'artiste va créer son code informatique, son programme informatique, qui va générer des images. Et on met toujours une partie d'aléatoire, en fait, dans les images. C'est la partie générative, en fait. Donc, il y a toujours une surprise sur l'image qui est créée quand on exécute le programme, en fait. Et grâce au NFT, donc il y a des plateformes comme Artblocks ou FXH qui permettent de créer ce type d'art. On appelle art génératif de forme longue, donc la longue forme générative art. Donc l'idée, il y a un programme... Donc ce qui veut dire, par exemple, qu'on veut faire... je me permets, mais imaginons qu'on lance une collection de 100 NFT. En fait, elles sont toutes réunies dans un concept que vous posez, vous, l'artiste, le concept artistique, la thématique, et chacun des 100 NFT qui seront ensuite issus de cette collection seront uniques. Et pour autant, à partir quelque part du même concept. Donc 100 pièces uniques qui ont été générées à partir du même programme informatique, du même code. Enfin, je disais 100, mais c'était de manière complètement arbitraire. Ça peut être 10, 100 000, 10 000. Peu importe. Et du coup, pour vous, en fait, c'est surtout l'outil qui le rend unique. Est-ce qu'il y a un côté aussi authentique? Est-ce que c'est véritablement le fait de vouloir donner quelque chose d'unique à quelqu'un qui va être sensible, justement? Qu'est-ce qui vous a intéressé véritablement dans ces aspects blockchain, outre l'unicité? Alors, cette partie unicité, donc il y a pas que l'unicité qui est intéressante, il y a aussi une partie surprise. En fait, quand un collectionneur va minter, donc créer un NFT sur cette collection, au moment du mint, il ne saura pas quelle image exactement il va avoir, il ne saura pas quelle couleur, quelle forme. Il aura vu les exemples, il aura vu des exemples d'images qui peuvent être générées, mais chaque pièce peut avoir des caractéristiques et des couleurs différentes. Donc il y a cette partie surprise qui est intéressante. D'autres sont moins intéressés, d'autres préfèrent acheter des pièces qui ont déjà été générées. Sur le second marché. Parce qu'ils préfèrent le bleu, le rouge, donc ils vont acheter une pièce bleue ou rouge. Et puis il y a une autre caractéristique, c'est la partie collection. Parce que chaque pièce sera unique, mais aura des caractéristiques uniques. Et les caractéristiques peuvent avoir des probabilités d'apparition différentes, en fait. Donc, par exemple, on peut mettre une couleur or ou argent qui va apparaître une fois sur 100 ou une fois sur 1000.
Ce qui donne encore plus de rareté. Il peut donner de la rareté, puis après, il y en a qui font les collections, et puis donc une pièce plus rare pourra prendre plus de valeur, en fait. Et c'est intéressant, en fait, vous, comment vous vous placez par rapport au fait que vous-même, quelque part, ne savez pas, en fait, les œuvres au moment où vous ouvrez la collection, vous ne savez pas les œuvres qui vont sortir. Je ne sais pas quel sera le résultat final, mais pour arriver à ce type de collection, ça travaille énormément, parce que il faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Il y a des surprises, mais il faut uniquement des bonnes surprises. Donc, il y a énormément de travail pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de pièces pour pouvoir une pièce qui est toute noire, par exemple, ou toute rouge. Donc, c'est un travail énorme derrière. Pour générer une collection de 100 pièces uniques, l'artiste, avant, il aura généré des milliers, voire des dizaines de milliers de pièces pour s'assurer que toutes les pièces sont bien, quoi. Mais justement, là, je voulais faire un sous-paragraphe dans la rareté, parce que vous expliquez une œuvre, par définition, si elle est unique, elle est unique et elle est rare. Et en fait, le génératif introduisait une sous-rareté ou sur-rareté avec les différents paramètres. Vous parliez du doré, de l'argent, enfin, peu importe, qu'on peut avoir sur 1 sur 1000 ou 1 sur 100. Est-ce que ça, vous pensez que c'est important pour un collectionneur? Parce que je vais jusqu'au bout, parce que j'ai l'impression qu'on se retrouve avec les questions, pour le coup, de ce qu'étaient les collectibles. Les fameux CryptoPunk, les CryptoKitty, où était moins mis en avant la démarche artistique, mais en revanche, la rareté de ce qu'il y avait dans les caractéristiques de l'image. Donc oui, dans cette partie-là, on se retrouve dans la partie plus collection. Après, dans le public, il y a des collectionneurs qui achètent parce qu'ils aiment la pièce, il y a des collectionneurs qui achètent. Il y en a qui font du trading. Il y a des traders qui utilisent ces collections-là pour trader. Mais au final, ce sera toujours un collectionneur qui voudra la pièce la plus rare et qui va mettre la plus de valeur pour avoir la pièce rare, quoi. Mais ce sera une pièce rare dans la collection. Mais est-ce que ça vous... Enfin, ça va être un peu dur, mais est-ce que ça fait pas... ça porte un peu, pas préjudice, mais ça amène une dimension extrêmement spéculative et pas toujours artistique, ce genre de collection-là? Oui, c'est vrai qu'en... D'un point de vue artistique pur. En tant qu'artiste, en faisant ces raretés, si on rentre dans le jeu de la spéculation et du collectionneur, mais ils font partie du marché, ils sont là, et puis... et ils existent aussi, et ils cherchent ça. Ils existent, et puis si on le fait ou si on le fait pas, ils vont de toute façon trouver un moyen, s'ils veulent, ils vont trouver d'autres moyens de spéculer. Vous, par exemple, alors là, c'est plus à l'artiste qu'on parle, mais c'est au collectionneur, vous préférez quoi, le premier marché ou le deuxième marché? Œuvre révélée ou œuvre non révélée? J'aime bien les deux, j'aime bien. Donc, bon, il y a une grosse communauté d'artistes, donc je connais pas mal d'artistes, donc moi, donc j'aime bien acheter des artistes que je connais personnellement, que j'apprécie leur travail. Après, il y a des pièces que j'achète sur le deuxième marché parce que le premier marché, c'est parti soit beaucoup trop vite, soit c'est monté à des valeurs qui sont pas abordables. Et peut-être 2 ans après, le prix a redescendu. Et puis putain, c'est l'occasion Votre dernier coup de cœur, de collectionner, quoi. C'était quoi votre dernier coup de cœur? Alors, mon dernier coup de cœur, c'était il y a quelques semaines sur l'événement Bright Moment à Paris, où j'ai acheté un mint avec un reveal en live, en fait, sur place avec l'artiste, en fait. Okay. Donc c'est une artiste que je connaissais. J'ai acheté un mint qui donnait un accès à un artiste au hasard sur les 10 artistes d'art génératif. En fait, quand vous dites que vous avez acheté un mint, c'est que vous avez acheté un droit d'accès. J'ai acheté un pass, oui. C'est un mint pass, voilà. Et donc, un artiste a été attribué au hasard. Je suis tombé sur un des 3 artistes que j'aurais aimé avoir. Donc, et puis, on était à Paris. Et puis, sur le lieu de Bright Moment, c'était possible de faire le reveal. Donc, j'ai découvert la pièce d'art générative avec l'artiste à côté de moi, quoi. Herwig, on peut apprécier une de vos œuvres, ici, derrière nous, merveilleuse. C'est une de vos collections qui était inspirée et qui part de la poésie de Baudelaire. Alors là, pour le coup, c'est pareil, on fait des bonds dans le temps, on part du papier, du texte, et puis on est sur une collection générative. Vous pouvez nous expliquer L'idée, c'était vraiment de faire un hommage à Baudelaire avec son ouvrage « Les fleurs du mal », qui à l'époque il a vraiment cassé les codes de la poésie traditionnelle de l'époque. Bon, il y a eu des histoires de censure et autres, mais c'est vraiment un clin d'œil pour montrer que l'art évolue, les techniques évoluent.
Et que, voilà, donc nous, on arrive avec de nouvelles techniques. Bon, c'est pas nouveau, l'art génératif, ça date des années 50-60. Donc on arrive, et puis c'est progressivement, c'est de plus en plus accepté. D'ailleurs, en ce moment, il y a une exposition au centre Georges Pompidou avec Vera Molnar. Donc ça arrive dans les institutions. Donc, Ah oui, puis il y a le MoMA qui a acheté des œuvres aussi. On sent voilà. c'est doucement, mais ça arrive. Ça prend son temps, mais ça arrive, et puis on est là, quoi. Un peu comme maintenant, Baudelaire est devenu la référence de la poésie contemporaine, quoi, le fondateur de la poésie contemporaine. Donc un hommage et en même temps un rappel du côté transgressif qu'il a eu. On se posait la question de savoir, est-ce qu'il y avait une scène genevoise, locale? Alors, de la blockchain, oui, très certainement, mais dans votre art en particulier, qui est un art un peu niche, est-ce qu'il y a en fait une scène locale? Est-ce que vous avez fait partie d'une communauté internationale ou comment ça se passe? Donc il y a une bonne communauté au niveau international, au niveau européen. On arrive à se voir lors d'événements comme la conférence NFT Paris il y a quelques semaines. Sur Genève, on est quelques artistes, donc on se connaît bien, on discute, on peut faire des collaborations à l'occasion. C'est surtout un art qui se passe où finalement? Mais ça se passe après sur les forums. Alors on discute dans les forums, on partage chacun ce qu'on fait sur Instagram, Twitter, sur les nouveaux comme Mastodon, comme Farcaster, quoi. Voilà, maintenant on ne sait plus où publier tellement on a des réseaux sociaux, mais voilà, on discute, on partage, et il y a beaucoup d'entraide aussi, il y a beaucoup de bienveillance dans la communauté. Et pour l'instant, on est tous dans la démarche de promotion. Voilà, il faut qu'on promouvoie l'art génératif, qu'on montre ce qu'on fait. Parce que ce qu'on a l'impression, je pense compléter, c'est qu'il y a au siècle dernier, les mouvements artistiques naissaient souvent dans des lieux ou des villes. Ça se réunissait, il y a eu Vienne, il y a eu Paris, il y a eu Londres aussi. C'était des courants qui naissaient d'une géographie. Là, ce qu'on a l'impression de comprendre, c'est que finalement, là, pour le coup, on est vraiment dans le décentralisé, le sans frontières. On n'a pas l'impression d'avoir une ville plus qu'une autre qui prend même si vous parliez de NFT Paris, mais c'est pas les pourfendeurs finalement de l'art digital. Oui, non, c'est pas la scène locale de Paris, c'est les artistes européens voire américains qui se réunissent à un moment pour des rendez-vous. C'était l'opportunité de se réunir. Exactement. À ce moment-là. Et en fait, là, on a plus l'impression effectivement que c'est en train de. Enfin, pour l'instant, aucune ville a pris le lead. J'ai pas l'impression. Et puis, est-ce qu'une ville devrait prendre le lead en fait? Non, on est dans l'ère d'Internet, des réseaux. On n'a pas besoin d'avoir une ville qui prend le lead. Faut vraiment... Voilà, on est dans l'étape du décentralisé, on fait du décentralisé, donc on est nous-mêmes décentralisés. Mais est-ce qu'il ne manque pas un manifeste quand même pour vous réunir, pour faire comprendre au grand public comme à un moment chaque courant a eu une manière d'expliquer et d'exprimer sa vision? Est-ce que là, maintenant, vous, artistes de l'art génératif, et vous commencez à être nombreux, est-ce qu'il ne vous manque pas un peu ce flag derrière lequel vous faites la promotion de votre art? Alors, on a ce qu'on appelle un club informel, qui est le Gen Art Club. Donc après, oui, dès qu'on part dans des démarches plus... après, il faudrait une association, il faudrait une fondation, je ne sais pas, mais pour l'instant, tout reste informel, et puis on avance comme ça, on construit chacun pour sa pierre à l'édifice. Mais ce qu'il faut aussi, c'est que, pour moi, qu'on sorte aussi de cette bulle d'Internet, qu'on sorte, qu'on fasse des expositions, qu'on fasse des conférences pour toucher un public plus large et faire un peu d'évangélisation sur notre pratique. Et aujourd'hui, finalement, c'est un courant, finalement, comme on a vu, les courants artistiques aussi naître. Et puis, finalement, il y a une organisation, mais informelle. Les historiens de l'art le diront plus tard. C'est clair. L'histoire jugera. Parfait. Dernière petite question, c'est un peu la question surprise. Albatros ou aigle? Albatros ou aigle? Curieuse question. C'est le principe. L'albatros de Baudelaire ou l'aigle genevois? On va dire l'aigle. Bravo. Supportive. Merci. Merci Richard. Merci à vous.